L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs à partir de 16h temps universel. Un réseau synchronisé sur Pacifica FM à Zérekoré. Également, cette émission est reprise à Kindia grâce à notre relais 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le directeur. Merci de nous choisir. Nous sommes lundi 3 septembre 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, nous allons parler des forces sociales de Guinée vers la structuration. L'annonce a été faite ce lundi en marge d'une conférence de presse que quelques leaders de ces forces sociales ont animée. Et mieux, tous les leaders dorénavant se doivent de jurer sur le Coran ou la Bible afin de mettre fin aux suspicions à l'interne. Et tout à l'heure, vous aurez en direct dans cette émission Sekou Koundounou du Balai citoyen qui défend la démarche de ses collègues des forces sociales. Tel n'est pas le cas chez Dora Aboubakar Koïta, coordinateur de la cellule de communication des forces sociales, qui parle même des bêtises de ses collègues. Qu'en est-il réellement? Vous les entendrez dans cette émission, mais également le commentaire des experts également. Voilà. Deuxième sujet de cette émission, le bras de fer se poursuit entre la direction générale et les travailleurs du port autonome de Conakry autour du contrat de concession du grand port de Conakry. Une rencontre était prévue ce matin entre la directrice générale et les travailleurs. Finalement, Mme Hawa Keita, directrice générale, a décliné au motif que le président l'interdit toute communication sur le sujet. Pour en savoir un peu plus, nous aurons en direct dans cette émission au téléphone Sori Magasuba. Il est le deuxième responsable de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. C'est le menu. Les experts, ils sont 4 autour de moi. Tout à l'heure, ils seront présentés dans cette émission, réalisée par Lamine Sissé, conducteur technique Ibrahim Adas Silla et cadrage Fodé Camara, Mamadou Ouri Sissé. Merci de nous choisir. Bienvenue à tous. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Ils sont annoncés, ils sont 4 autour de moi cet après-midi pour en débattre. Ce sont les experts de la maison qui vous aident à mieux comprendre ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays, mais également en Afrique et ailleurs. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Bonsoir Bari Mamadou De. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir Koulouba Kouivogi. Bonsoir à tous. Bonsoir Abouakar Kondé. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Voilà, une fois encore, merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, le premier sujet, c'est les forces sociales des Guinées. On en parle une fois encore, chers experts, vous le savez. Et ce vocable a commencé à sortir quand même au sein de l'opinion. Depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe, c'était dans la nuit du 30 juin. Et je crois 48 heures après, on a commencé à entendre parler des forces sociales de Guinée. Jusque-là, c'est vrai, l'objectif n'est pas atteint, mais aujourd'hui, il y a des bisbilles au sein de cette structure. Est-ce que ça vous surprend? Ça vous étonne, Amadou Makissa Diallo? Pas du tout, loin s'en faut. Je ne suis pas surpris de ce que vraiment cette entité sociale est en train de vivre aujourd'hui, ce mouvement est en train de vivre. Parce que dès le départ, nous-mêmes, nous le disions dans cette émission. Je crois qu'on avait reçu ici monsieur, c'est Lansana Diawara, en tout cas un certain monsieur Diawara qui relève des mêmes forces sociales. Et quand on lui avait posé la question, je pense qu'il avait décliné, il avait balayé cela d'un revers de la main. Alors que aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Effectivement, il y a des suspicions dès le départ. Il vous souviendra la deuxième marche qui avait été, empêchée par les forces de l'ordre.
ce jour, le point de rencontre, le point de ralliement, c'était à Koza. Mais jusqu'à une heure tardive, beaucoup de ces membres des forces sociales, surtout les ténors, n'étaient pas encore sur place. Donc, finalement, disons, des grincements de dents ont commencé. Et je pense qu'aujourd'hui, entre eux-mêmes, il y en a qui reconnaissent aujourd'hui qu'il y a des personnes parmi eux qui ne sont pas vraiment convaincus, ou en tout cas, même si ces personnes sont convaincues, mais que c'est des personnes infiltrées ou c'est des personnes qui ont été empêchées à travers la corruption pour continuer le combat. Et c'est ce qui amène aujourd'hui à cette rencontre des forces sociales du côté du siège du PQD, et justement, et qui les pousse aujourd'hui à aller jusqu'à demander, c'est de la sincérité, on cherche une prestation de serment. Prestation de serment. C'est de la sincérité. Pourquoi? C'est de la sincérité, la détermination qu'on cherche autour, en tout cas un consensus général. Mais est-ce que, parce que la chose a à peine commencé, il y a déjà des bisbilles encore, il y en a des réfractaires, il y en a qui ne trouvent pas, et au-delà de tout cela, ils n'étaient pas encore tous aujourd'hui autour de la table et pour prendre les décisions dont vous avez annoncé tout à l'heure. Voilà, déception totale, vous êtes déçu un peu du sort réservé à ces forces sociales-là de Guinée. Ben écoutez, déçu pour ce qui a été fait dans un passé récent, dans le combat, parce qu'ils sont allés en rang dispersé. Vous savez que force sociale, c'est un slogan. Ce n'est pas une plateforme en tant que telle, qui n'est pas formalisée. C'est un nom que les gens se sont donnés, qui fédère un peu certaines forces dispersées des forces sociales pour essayer de mener le combat contre. Ils n'ont jamais voulu franchir ce cap. Donc, ils n'ont pas réussi à mettre en place un cadre formel de concertation, de synergie d'action. Et c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Vous savez que par le passé, on a reçu ce Dr Gourissi Kondé qui ne faisait pas partie, sa plateforme ne faisait pas partie. Parce qu'il dit quand il a été, il a vu, ils ont voulu définir un plan d'action. Malheureusement, il ne s'est pas compris avec les jeunes, il s'est retiré. Donc, même ces forces sociales-là qui ont chanté sur tous les toits, il y avait une désunison totale. Ils n'étaient pas unis. Ce n'étaient pas toutes les plateformes de la société civile. Il y avait une guerre d'ego. Donc, il y avait une guerre d'ego. Donc, ce n'est pas toutes les plateformes de la société civile que nous connaissons en Guinée qui sont dans ce qu'ils appellent force sociale. Donc, aujourd'hui, s'ils se disent, on a tiré les leçons de notre échec, de notre échec programmé, puisqu'ils savaient déjà qu'ils allaient échouer, maintenant, il est important de fédérer nos synergies, de faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre formel de concertation et qu'on sache qui est qui, que les postes soient réétablis et que les gens soient nommés en fonction de leurs compétences. Je pense que c'est une très bonne chose. Ceux qui sont contre, ils ne sont pas obligés d'y adhérer. Ils peuvent aussi créer de leur côté leur plateforme ou leur synergie d'action, mais qu'on laisse les gens, s'ils veulent créer des initiatives comme ça, qu'on les accompagne. Au-delà, à défaut, qu'on se retire, qu'on forme de l'autre côté une synergie d'action. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bien fait. On dit souvent qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. S'ils ont maintenant tiré les leçons de leur échec, ils ont compris qu'il y a une nécessité maintenant d'avoir des personnes qui sont dévouées à la chose sociale. C'est pourquoi ils demandent même qu'il y ait des prestataires de serment. Je pense qu'il y aura une déontologie, un cadre d'éthique, d'évolution, d'exercice. Je pense que c'est tout à fait normal. Alors, Koloba Koivougi, est-ce que vous avez l'impression que les forces sociales là, cherchent maintenant à sauver ce qui pourrait être comme un honneur? Est-ce qu'il y a de l'honneur? Pour moi, ce honneur n'existe plus, d'autant plus que là où elles étaient plus attentives, ces forces, c'était par rapport à la diminution du prix du carburant. Elles n'ont pas réussi à faire fléchir le gouvernement, Kasséori et son gouvernement autour de cette augmentation du prix du carburant. On s'est retrouvé dans une situation pratiquement chacun de ces responsables de ces structures ou de ces plateformes de la société civile, membres de cette dite force sociale, trouvait des raisons pour justifier son absence dans une rencontre programmée. On a vu dans ça, la dernière marche qui avait été qui n'a finalement pas eu lieu, disait par exemple qu'il était à Dakar, alors que d'autres disaient qu'il était à Conakry. C'est que Koundouno lui-même, finalement, qui disait qu'il devrait prendre un avion dans l'après-midi pour aller à Dakar. Pratiquement, ceux qui étaient attendus dans les rues ont montré leur absence parce que, tout simplement, les forces de l'ordre avaient réussi à leur empêcher de gagner l'autoroute Fidel Castro au cours d'une marche que Amadou Macky Sall Diallo avait déjà déclinée tout de suite.
personnellement, pour moi, cette organisation, elle est tardive, oui, mais pour quel objectif déjà on tente de se réorganiser pour quel objectif demain? Parce que pour l'instant, quand on décide de signer, de former une plateforme, est-ce que cette plateforme va s'inscrire dans quelle durée? Va-t-elle rester comme une structure de la société civile, comme nous connaissons par exemple, je prends ne serait-ce qu'un exemple, le Balai citoyen, le CONOS, qui est dirigé par un président, un vice-président mieux structuré. Cette plateforme, est-ce qu'on se dirige vers ce chemin-là, c'est-à-dire que l'effort social vers une plateforme mieux structurée, avec un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire général, mais pour quelle mission, pour quelle durée d'existence? C'est là la question. Alors, et si tel n'est pas le cas, on va se réorganiser de l'autre manière. Pour jouer éventuellement le rôle d'avant-gardiste par rapport oui, et en ce moment-là, quand on parle de la société civile, c'est bien ça, cette société civile est constituée de plusieurs organisations fêtières, mais aussi de notre groupement également, ou de groupements spécifiques. On a vu le chemin de 2007, quand on parlait des forces vives. Alors, dans ces forces vives, on pouvait voir les syndicats d'un côté, et puis de l'autre, on pouvait également voir des organisations de la société civile, et même parfois, on a vu des politiques, le tout assemblé formait les forces vives. Maintenant, pour celles-ci, on parle des forces sociales. À un moment donné, les politiques ont voulu apporter leur soutien, ou alors se sont voulu inviter dans la danse, puisque les politiques ont estimé que on avait un dénominateur commun, c'est-à-dire la population qui était prise à partie par cette décision du gouvernement, l'augmentation du prix du carburant. Alors il fallait s'y associer, mais ces forces même sociales ont dit non à cette intervention des politiques en la matière. Alors on ne sait plus qui devait faire partie des forces sociales, mais pour quels critères, pour faire quoi exactement. Alors en la matière, on s'est retrouvé dans un système où pratiquement qui n'était pas structuré, où toutes les têtes faisaient pratiquement office de leader, et dans une structure où on n'a pas de leader, on se retrouve à la finalement c'est ce qui s'est passé, une organisation pratiquement désordonnée. Plutôt, je ne parlerai plutôt d'organisation. En réalité, c'était un regroupement de personnes qui n'avaient presque pas qui faisaient semblant d'avoir le même objectif, alors que tel n'est pas le cas. Voilà, Barim Madou 2, c'est vrai, on court vers la structuration quand même des forces sociales, c'est ce qui est annoncé dans la déclaration 001, mais il se trouve que déjà, on peut songer qu'il y a une coordination nationale, parce que c'est ce qui différencie un peu cette déclaration aux anciennes déclarations. Est-ce que c'est une structure mornée? Moi, à mon avis, la société civile guinéenne, ce qu'on appelle aujourd'hui les forces vives, comme vous le savez, une bonne partie est infiltrée, c'est ça. Il y a beaucoup. Les forces sociales. Les forces sociales, pas les forces vives. Voilà, les forces sociales, comme on le dit, et voilà. Tout, mais il faut rappeler qu'une bonne partie de ces forces sociales, en réalité, c'est des gens qui sont engagés politiquement, ça il faut le dire. Et d'ailleurs, les masques commencent à tomber quand on a dit qu'il faut se retrouver pour mettre en place une organisation fêtière et tout, et venir jurer et tout. Tout de suite, beaucoup sont réticents et tout, parce que, vous savez, il y a l'argent qui tourne. Il y a des gens qui sont, c'est des politiciens déguisés, mais qui roulent au compte de la société civile et tout ça, parce qu'à des moments, ça tout le monde le sait, puisqu'au niveau de la CENI, la présidence de la CENI est tout le temps gérée par quelqu'un qui vient de la société civile. Il y avait un rude combat à ce niveau, tout, mais aujourd'hui le combat est en train d'être changé, parce que avec la nouvelle configuration de la CENI, est-ce que ça va être toujours la société civile qui va gérer ça? Là est la question. Mais une fois encore, il y a beaucoup de gens qui gèrent des ONG, mais qui sont engagés très politiquement, ça il faut le dire. Moi je vois aujourd'hui, dans sa Kourouma, il est suffisamment connu sur le paysage guinéen et tout ça, mais c'est quelqu'un qui, à mes yeux, il est engagé politiquement, ça on le dit. C'est ce qui se dit en bas. Et d'ailleurs, la preuve est qu'aujourd'hui, il n'a pas été dans cette rencontre et tout. Donc cela fait croire que soit il a reçu de l'argent, soit parce que c'est l'un des poids lourds quand même des forces sociales. Je crois D'accord. Je pense que on va permettre rapidement, on va voir une première réaction, celle de Sekou Koundouno de la cellule Balai citoyen. Alors Sekou Koundouno, bonsoir. Oui, bonsoir aux grands frères, bonsoir à vos collègues dans le studio et bonsoir à vos millions de auditeurs. Voilà, la dynamique citoyenne dénommée les forces sociales était ce matin face à la presse à la clé une déclaration numéro 001 CN/SFSG dans laquelle vous vous positionnez sur 4 points. La structuration des forces sociales de Guinée, l'affectation des personnes à des postes de responsabilité. Mais l'aspect qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la prestation d'un serment de loyauté par toute personne désireuse d'appartenir aux forces sociales de Guinée. Est-ce que vous êtes arrivé au point aujourd'hui qu'on ne peut pas faire croire aux acteurs de la société civile tant qu'ils ne jurent pas? Et qu'est-ce qui peut vous amener jusqu'à cela? Merci mon cher, merci aux grands frères. Je commencerai tout d'abord à féliciter la radio Sabari
parce que vous avez été l'une des radios qui nous ont permis de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, afin qu'on puisse faire une analyse sur nos faiblesses, nos forces, et projeter un peu nos actions dans le futur. Ça nous a permis de savoir à travers vos différentes émissions qu'est-ce qui n'allait pas au sein des forces sociales, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, comme vous savez, pour toute relance, il faut une analyse rétrospective sur ce qui a marché. Cela nous a poussé à avoir 4 points essentiels. La structuration. Nous avons remarqué qu'on n'avait pas de tête. Du fait qu'on n'avait pas de tête, chacun était permis de faire tout et d'aller prendre des engagements partout où il voulait. Nous avons aussi remarqué que des suspicions existaient par-ci, par-là. Nous avons dit qu'en Guinée, nous avons 2 livres saints. C'est la Bible, c'est le Coran. Pourquoi ne pas aller faire prêter serment aux gens? Ceux qui violent, on le laisse avec les conséquences fâcheuses de ces livres saints. Troisièmement, nous avons fait remarquer qu'on n'avait pas de documents de base pouvant nous permettre, de déterminer le rôle des gens, leurs responsabilités et leurs limites dans leur action. Cela nous a permis d'élaborer une charte et un code d'éthique. Et quatrièmement aussi, un plan d'action cohérent, déterminé, qui nous permettra dans un laps de temps de poser des actions concrètes au nom du peuple souverain de Guinée. Donc, en tout état de cause, c'est grâce à vous, les médias, et c'est grâce à la population que ce qui nous a permis au fait de faire une analyse sur comment nous fonctionnons et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Sauf que je ne sais pas si l'invitation est parvenue à tous les leaders, mais aujourd'hui, on a remarqué quand même une absence notoire quand même des grands leaders, des grands ténors quand même de ces acteurs de la société civile. Oui, en tout état de cause, cher grand frère, moi je ne parlerai pas de ténors de grands. Ce que je sais, les leaders d'opinion se déterminent par leur engagement et la confiance que le peuple les porte. Et comme je vous ai si bien dit à l'entame à l'émission, personne, je vous dis, personne n'est exclu des forces sociales du Guinée. Personne. Oui, c'est ça. En lieu et place de leader, alors utilisez alors le terme ce qui était sur le terrain à l'entame de ce mouvement. Vous dites ça? C'est avec qui vous étiez sur le terrain depuis le début de la création des forces sociales? Oui, comme tout le monde était là. Il y avait le camarade Koueta Sako, en passant par Sano de la PQ, Ibrahim Al-Gassima, Fonike Mangé, et tant d'autres. Vous parlez de quel Koueta? Je parle de Koueta comment dire, CEDEAO Jeunesse, et tant d'autres. Donc, la dynamique, à l'instant où je vous parle, je vous le disais à l'entame, nous avons fait un constat, ne peut être membre des forces sociales que celui ou celle qui prêtera seulement ça sur la Bible et le Coran. Alors, qui a mis cette idée-là? C'est que j'ai envie de comprendre, qui a mis cette idée? Qui définit dorénavant le thème de référence, les critères d'adhésion? Mais honnêtement, chers amis, cette idée est venue de la dynamique. C'est après consultation, après au fait écoute des uns et des autres. Nous avons fait remarquer au sein de la dynamique qu'il y avait des suspicions, il y avait des penchants négatifs du moins, à l'adresse des uns et des autres. Pour dire à tout cela, nous avons dit qu'il y a un livre directeur qui est au-dessus de tout. Et quiconque essaie de s'amuser avec le contenu de ces livres, c'est ça va marquer, ça va détruire quand même, et détruire ta conjoncture. Nous sommes conscients des conséquences. Mais c'est pour mettre les gens devant les faits. D'accord, c'est une autre question. Permettez, pour ne plus jamais que les gens jouent le double jeu, pour ne plus jamais que les gens trahissent les valeurs originelles de la corporation qui sont fondées sur l'impartialité, l'engagement et défendre vaille que vaille des causes des citoyens, nous avons dit qu'il était nécessaire et impérieux qu'on ait jusqu'à ce niveau. Alors, Sékou Koundono est membre des forces sociales, une personne ou une structure? Vous, Koundono, c'est vous qui êtes membre de la force sociale ou bien c'est la cellule? C'est la cellule Balai Citoyen. Vous savez, je vais vous donner la définition claire des forces sociales. Les forces sociales, par définition, c'est l'ensemble des structures et des citoyens engagés de Guinée qui s'engagent à lutter contre la mauvaise gouvernance sous toutes ses formes, c'est tout. Donc, que vous soyez individu, que vous soyez structure, vous pouvez être membre des forces sociales. À la création, à date, c'est vrai que vous avez invité tout le monde. À date, quelles sont les structures reconnues qui ont exprimé leur adhésion? Qui ont prêté serment? À date, tous les membres de la coordination, l'essentiel, ils ont prêté serment. Je peux citer Oumar Silla alias Foniki Mangé, je peux citer Al-Gassim, je peux citer Baloudesser Amé, Doulaye, Oumou Abdoulaye, je peux citer Ibrahim, je peux citer Sano de la PQ, je peux citer Kam Silla,
du club des Amis du Monde et tant d'autres, y compris ma Koïta. il était absent de la rencontre, la pire Sako était absent, et s'il veut le rejoindre la dynamique, la porte reste ouverte, mais la condition sine qua non, c'est de venir prêter serment. J'ai envie de comprendre aux premières heures ou à vos premiers pas, l'objectif c'était de lutter contre la hausse du prix du carburant. Maintenant, vous parlez de lutte contre la corruption. Le champ, pour moi, la mauvaise gouvernance, j'estime, le champ est large. Est-ce que vous allez dorénavant reconsidérer les choses ou vous oubliez carrément? Oui, à notre niveau, toute l'expertise est là. Déjà, des structures spécialisées au sein des forces de travail sur des questions de gouvernance publique et économique. À ce niveau, il n'y a pas matière à compliquer dans la mesure que tout l'arsenal est là, en fait que nous puissions travailler et monter des rapports. La contestation pour la baisse du prix du carburant, c'est un combat qui est... La baisse du prix du carburant et d'autres questions seront faites en paix. Nous avons estimé que les enjeux et les défis qui se présentent à nous, notre combat ne sont pas de réunir seulement au carburant. Tous les aspects iront en paix. Nous menons le combat du prix du carburant, mais aussi des questions liées à la gouvernance économique du pays. D'accord. Merci, Sékou Kounouno, pour ces précisions. Et je finirai, grand-père, pour vous préciser. Oui. Tant que je serai au sein des forces sociales, je ne permettrai à personne quiconque soit au fait exclu. Personne n'est exclu, mais la condition sine qua non, quiconque n'est pas prêt à prêter serment sur la Bible et sur le Saint-Coran, je peux vous le rassurer, il ne sera en aucun cas membre des forces sociales. D'accord. Merci pour ces précisions, Sékou Kounouno. Merci. À l'instant même, le coordinateur de la cellule Balai citoyen. Donc, voilà, rapidement. Je voulais juste dire que je pense que moi, je félicite ces acteurs parce qu'ils ont été conscients, sincères de dire qu'ils ont échoué par endroit parce que simplement ils étaient désunis, parce qu'ils n'étaient pas unis. Ils ont échoué désorganisés. Voilà. Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas un plan d'action. Ils ont échoué parce qu'ils avaient un problème de leadership, il y avait un problème d'ego. Donc ils ont reconnu leur tort. Donc aujourd'hui, ils veulent aller sur de nouvelles bases. Maintenant, ceux qui veulent aller avec eux, iront avec eux. Ceux qui ne sont pas prêts, qui pensent que ça les mettra la corde au cou, mais qu'ils aillent créer de leur côté leur propre structure. Je pense qu'aujourd'hui, quand c'est comme ça, on aura maintenant peut-être pour les prochains combats, ils auront un cadre formel de concertation. Personne ne parlera maintenant en son nom et au nom de tout le monde. Donc, il y aura un plan d'action. Donc, voilà, les responsabilités sont partagées. On sait jusqu'où je dois intervenir et jusqu'où je dois mener. Je pense que c'est une très bonne initiative. C'est bien fait qu'ils aient décidé de faire pour enchaîner, Barry, excuse-moi, pour enchaîner, je pense que Malik avait trouvé le mot qu'il fallait même. C'était prévisible. L'échec était prévisible. Ouais. Parce que cette appellation, les forces sociales, c'est vrai, c'est subitement venu comme ça. Et nous-mêmes, nous journalistes, il a fallu même que vraiment on les interroge pour qu'on sache réellement de quoi il s'agit, parce que c'était une nouveauté. Et je pense que c'est quelque chose qui est né comme ça de façon spontanée, et le regroupement a été fait de façon aussi spontanée. D'accord. Il y avait aucune structuration. Nous, on va poser la question à celui qui incarne une certaine autorité au sein des forces sociales, c'est-à-dire le coordinateur de la cellule de communication, Dora Aboubakar Koïta. Bonsoir. Bonsoir mon cher Malik et bonsoir à tous les animateurs du centre de la démission. Voilà, nous avons en notre possession une déclaration numéro 001 CN/FSG, c'est-à-dire Force sociale de Guinée. On a l'impression, en tout cas, sauf erreur de notre part, vous avez pris part à cette rencontre parce que vous êtes quand même le patron de la cellule de communication des forces sociales. Merci beaucoup mon cher Malik. Je rappelle d'entrée de jeu que c'est par respect à ma promesse donnée que je prendrai part à cette émission, mais aussi le respect que j'ai pour vos auditeurs qui ont droit à l'information, que je communiquerai après cette première communication lamentable. Vous avez vous-même constaté les incohérences qui caractérisent cette communication. Aucune de vos questions n'a été répondue avec satisfaction. Vous parlez de l'intervention de Sékou Kounouno. Bien sûr, mais permettez-moi de ne pas prononcer le nom de quelqu'un. Je vais prononcer le nom devant. Je vais prononcer le nom au cours du débat. Oui. Parce que je suis quelqu'un, peut-être que vous avez pu savoir à travers mes différentes actions, je ne tourne pas autour des choses. J'aime appeler les choses par leur nom. L'action qui a été menée ce matin est tout sauf une action des forces sociales de Guinée. Ah bon? Les forces sociales de Guinée vont se déterminer dans les heures et les jours qui suivent. Ah bon? Mais cette action, c'est juste une bêtise orchestrée, parrainée par Abdraman Sano et un certain nombre de personnes qui sont en perte de confiance, en perte de sens de dignité. Quand Sékou définissait la dignité, qui disait la dignité c'est l'harmonie entre le dire et le faire.
ils sont en perte de confiance, de conséquences. Mais aussi, ils ont perdu totalement le sens de dignité dans un combat aussi citoyen. Non que le combat entamé et engagé par les forces sociales de Guinée. Mais en réalité, excusez-moi, je veux bien vous interrompre, parce qu'il y a un véritable problème. Vous qui portiez jusque-là la parole des forces sociales... Élevez un peu la voix, Je veux dire, vous qui portiez jusque-là la parole des forces sociales, vous démentez carrément la démarche de cette même force sociale, ou alors, tout de même, certains des leaders qui se réclament des forces sociales. Vous portez la voix de qui et qui définit dorénavant les critères d'adhésion aux forces sociales? Écoutez-moi, je n'ai pas totalement saisi votre question. Peut-être que je vous le sens un peu mal. J'ai envie de comprendre. Vous portez dorénavant. C'est-à-dire, vous portez quelle voix maintenant? Parce qu'on a eu l'impression que... Maintenant là, je porte la voix en tant que coordinateur de la cellule de communication des forces sociales de Guinée. Oui, mais je ne comprends pas franchement. Attendez. Non, il va apporter la précision, d'accord. Oui. Permettez-moi. Allez-y, on veut faire le débat, mais... Allez-y. Il faut que vous acceptiez de m'écouter. Je dis, je porte la voix en tant que coordinateur général de la cellule de communication des forces sociales de Guinée. Et la Guinée n'a pas deux forces sociales. Il n'y a qu'une seule force sociale. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, dans ce sens, je vous ai tout simplement dit que l'action qui a été menée ce matin est une bêtise. Mais les forces sociales vont réagir conformément à ça. Alors, qui sont-ils? C'est ceux-là qui sont retrouvés aujourd'hui. Qui sont-ils pour vous? Vous dites? Qui sont-ils, ceux qui se sont retrouvés aujourd'hui, qui ont parlé au nom des forces sociales? Je n'ai pas de qualificatif pour eux. Oui, mais ce qu'on a connu. Alors, Koïta, on va s'écouter. Ce qu'on a connu jusque-là, c'est qu'Abdourahmane Sano, quand même, fait partie des forces sociales. Également, Fonike Mangue fait partie des forces sociales. Sekou Koundouno fait partie des forces sociales. Vous ne pouvez pas nier cela, quand même. Jusqu'à là. Permettez-moi, je ne nie pas. Attendez. Il y a une compréhension dans le débat. Les individus qui se sont retrouvés, je ne dirais pas tel individu ne fait pas partie des forces sociales. Je ne suis pas en train de dire cela. Je ne suis pas en train de dire mais cela. Mais vous avez dit que c'était tout sauf les forces sociales. Si vous acceptez de m'écouter, vous allez me comprendre. Oui. Ce que je suis en train de dire, l'action qui a été menée, la conférence de presse et cette déclaration, n'est pas l'émanation des forces sociales. Chacun d'entre nous a des structures. Peut-être après les communications sur les forces sociales, vous m'avez vu parler sur d'autres questions, comme les questions de route et de consort. Mais je n'ai jamais dit force sociale, parce que c'est des choses qui ne concernent pas la force sociale. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire tout simplement, l'action qui a été menée ce matin ne concerne pas les forces sociales. C'est pas une action des forces sociales. Parce qu'on vous entend, on a l'impression... Oui. Il y a beaucoup d'interruptions dans le débat. Allez-y. Je dis, ce sont des individus qui se sont retrouvés pour échanger et dire ce qui le concerne. Alors, M. Koïta, parce que pour aider... C'est que je sais. Moi, Koïta, que je suis là, et Dieu a fait aujourd'hui, que je le dis avec beaucoup de responsabilité et d'humilité, aujourd'hui, on ne peut pas parler des forces sociales sans m'appeler. Ça, c'est impossible. Sans me dire quelque chose, les Abdul Sako. Non, vous n'avez pas donc, ça veut dire, M. Kota, ça veut dire que vous n'étiez pas informé de cette rencontre d'aujourd'hui? Aucune information. Raison pour laquelle je vous dis que c'est une bêtise, mais on sait où ils veulent aller. Oui, mais sauf que après, moi, j'ai pris langue avec d'autres responsables qui n'étaient pas présents aujourd'hui, mais qui ont confirmé qu'ils ont été invités, associés à cette rencontre. C'est le cas de Diawara qui m'a confirmé effectivement, mais il s'est fait représenter ce matin. J'ai l'impression que vous êtes le seul quand même à être mis hors jeu dans cette situation. Mon frère Malik, oui. Je ne suis pas le seul, c'est des milliers de personnes. Des milliers de personnes. J'ai envie que vous donniez cette déclaration. Attendez. Depuis cette déclaration, mon téléphone n'a jamais fait une minute sans sonner. Mon téléphone n'a jamais fait une minute sans sonner par l'appel des jeunes qui sont partout, qui sont des forces sociales. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Je vais vous donner une information par rapport aux forces sociales. Les forces sociales vont réagir face à cette action demain. Il y a une grandiose rencontre qui sera organisée demain, au cours de laquelle les forces sociales vont parler. Alors, Koïta, pour aider... Ce qui vous revient comme responsabilité, c'est d'écouter ceux-là qui disent qu'ils ont parlé de forces sociales et la communication qui sera faite de forces sociales. Koïta, pour aider peut-être les auditeurs à comprendre, vous avez peut-être parcouru un peu ce qui a été dit comme déclaration. Est-ce que
c'est parce que vous n'êtes pas associé qui vous fait mal, ou bien il y a certains points là-dedans qui vous arrangent pas? Je vous le jure, la personne de Koïta ne compte pas pour moi. Si je n'ai pas pris le temps de lire le contenu de la déclaration, parce que là où je suis, je prépare un événement qui doit regrouper les jeunes des 15 pays de la CEDEAO à mois de septembre là à Conakry. Je dépasse ces débats-là, ces débats enfantins, je les dépasse. Est-ce que vous comprenez? Mais tout simplement, si quelqu'un devrait porter cette voix, à des moments donnés, il devrait profiter par démagogie, par malhonnêteté. Peut-être je pourrais faire partie de ces gens-là, parce que j'ai eu à travers le corps social une responsabilité à gérer. Alors, Koïta, s'il te plaît. Tant qu'une assemblée générale ne soit organisée, tant que la voix qui peut appeler Koïta, jusque-là, depuis que les forces sociales ont été créées, qui peut convoquer une rencontre des forces sociales? Et le titre que vous portez, qui vous l'a donné et de par quelle manière? Je vais vous dire tout simplement que le titre que je porte m'a été conféré par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale des forces sociales de Guinée. Qui peut convoquer une rencontre des forces sociales? Qui peut convoquer une rencontre? Qui peut convoquer une rencontre des forces sociales? Le coordinateur des forces sociales. Raison pour laquelle toutes les déclarations qui ont été élaborées, quand je suis présent, c'est moi qui signe. Oui, vous avez des témoignages, je ne commenterai pas ça. Qui peut convoquer une rencontre des forces sociales? Mais je veux que vous dites, celui qui peut convoquer une réunion, nous avons mis en place une commission qu'on a appelée coordination. La commission coordination. Cette commission coordination, c'est elle qui convoque les réunions. Elle n'a pas de président. Cette coordination n'a pas de président. Vous dites? Cette coordination. Qui dirige cette coordination? Personne ne dirige cette coordination. Vous savez, la société civile est minée parfois beaucoup de soucis. Nous avons décidé pour une fois, et ça a réussi, de mettre ensemble les leaders pour pouvoir gérer et donner des orientations stratégiques. Et je vais vous dire, ce qui a été dit derrière la force sociale, c'était de favoriser l'émergence de leadership jeune. C'était de faire de telle sorte que les jeunes aussi portent la voix de la société civile guinéenne. Mais, vous savez, on a eu beaucoup de soucis. Il y a des journalistes qui sont témoins à des moments donnés, même au moment fort des forces sociales, quand il y a eu des velléités de mettre coûte que coûte Abdraman Sano à la tête des forces sociales. On sait pour quel enjeu. On sait pourquoi. Nous ne sommes pas des suivistes aveugles. Nous sommes des responsables de ce pays-là. Nous sommes des cadres de ce pays. Mais cette profession. Donc vous estimez que c'est un agenda caché de Abdraman Sano? Non, c'est bien sûr un agenda bien élaboré. Mais très malheureusement pour eux, que ça ne passera pas par les forces sociales. Ils veulent mettre en place son CPR. Le CPR qu'il a, je ne sais pas, citoyen élu pour la révolution ou la République, qui n'a qui a purement connotation politique, ça ne passera pas par les forces sociales. Que le peuple de Guinée soit informé. Cette tentative ne passera pas par les forces sociales. Il y a des gens parmi eux pour lesquels j'ai un respect religieux, mais je ne veux pas citer des noms. Il y a des gens qui sont venus de l'aventure, qui ne connaissent pas ce pays-là, mais qui veulent être vus coûte que coûte, qui veulent être vus partout. Je les laisse continuer dans leur bataille. Mais une fois encore, les forces sociales ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de déclaration, et les forces sociales vont réagir demain conformément aux valeurs et principes qui régissent les forces sociales. Pour le moment, on n'a pas défini un deuxième plan d'action, un deuxième champ d'intervention. Nous avons dit carburant au moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette affaire de carburant. Et le peuple a droit à l'information. Toutes les choses seront mises sur la place. Quand tu vois, ils disent que ceux-là qui ne trahiront pas les forces sociales, c'est eux qui sont allés jurer sur le Coran et la Bible. Des gens qui ont osé trahir officiellement les forces sociales, ils étaient autour de la table. Soyons honnêtes, soyons responsables. Face à des situations données. Nous devons la vérité à ce pays-là. Oui. Nous devons la vérité aux citoyens de ce pays. C'est extrêmement important. Mais je pense que ce plan-là, c'est très bien d'ailleurs que l'action se passe comme ça. Parce que notre pays fait face à des enjeux. Ça nous permettra de voir le visage réel de chacun. Qui est capable de quoi, qui dit quoi, qui ne dit quoi. C'est extrêmement important que cette action malhonnête soit menée aujourd'hui par ces gens. C'est important. Merci. Et les heures et les jours qui suivent, chacun sera situé sur son sort. D'accord. Merci Dora Aboubakar Koïta. Il y a Sekou Kounduno qui réagit par SMS. Il ne dit rien d'intéressant.
En tout cas, le débat est lancé au sein des forces sociales. Merci. Que ce soit rien d'intéressant. Mais quand on est malhonnête, on réagit comme ça. D'accord. Merci Dora Boubacar Koïta d'être intervenu dans cette émission. Jusque-là, coordinateur de la cellule de communication et des forces sociales. Tout porte à croire qu'on s'achemine vers 2 forces sociales, ou plusieurs forces sociales, on ne sait plus. En tout cas, c'est plutôt des faiblesses parce que aujourd'hui, si les forces sociales quand même sont dispersées, elles évoluent à rang dispersé. Elles sont déjà dispersées. Qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà fait. Justement, moi je suis d'accord. Il faut aller prêter serment sur la Bible. Non, prêter serment, ça ne résout pas le problème parce que c'est pas que des musulmans, il n'y a pas que des musulmans. Non, ils ont dit, non, mais ceux qui sont animistes dans ce pays, et ceux qui ont, il y a des gens qui ont juré dans ce pays qui n'ont jamais respecté leur engagement. Voilà, il y a des gens qui ont juré aussi. Il y a des gens qui ont juré qui n'ont jamais respecté leur serment. Moi, je pense que il faut vraiment faire beaucoup attention, mais on attend de voir ce qui va arriver au niveau des forces sociales, parce qu'une fois encore, je disais qu'une bonne partie des leaders de cette des forces sociales sont engagés politiquement et les masques vont bientôt tomber. Et ça, Dora vous a donné raison. Et surtout, Malik, c'est justement les révélations Dora vient de faire. Il parle d'un agenda caché. Ça, c'est très vraiment... C'est probable. C'est une véritable tempête. Oui, d'accord. Mais il y a une véritable tempête. Il parle de révolution. D'autant, Amadou Makissa, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas prendre ça avec beaucoup de légèreté, d'autant que ces derniers temps, on a vu le pouvoir quand même s'acharner contre Abdourahmane Sano, le qualifiant de mener tout sauf une lutte sociale. Mais qu'il était beaucoup plus politiquement engagé. Donc c'est une révélation. C'est des choses que nous allons vérifier peut-être dans les prochaines émissions. Je crois que cette force sociale s'est tendue elle-même un piège finalement qui s'est retrouvé dedans depuis l'entame. Je crois que l'une des dernières des émissions qu'on a réalisées avant le 22 en tout cas avant la deuxième moitié du mois d'août, on a eu un acteur de la société civile le jour où on a fait également le direct. En fait, une organisation, une structure bien responsable, mieux structurée, vous ne pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas de leader. Tous se réclament des leaders, mais personne ne veut être également subordonné à l'autre. C'est là où le problème. Parce c'est là d'ailleurs il y a eu le péché. C'est là il y a eu le péché. Ils ont tous décidé de fédérer les forces et d'unir les forces. Ils ont mis en place, comme ils ont dit, la coordination, une coordination qui n'est pas dirigée par un responsable, mais dirigée par toute une équipe. Alors, cette fois-ci, également, la rencontre d'aujourd'hui, c'est une équipe qui s'est retrouvée au nom des forces sociales. Lui également se réclame étant le porte-parole des forces sociales. Il va convoquer une rencontre également demain, mardi à Conakry, au nom des forces sociales. C'est pourquoi j'ai bien posé la question, qui peut convoquer une rencontre au compte des forces sociales, mais qui définit les règles d'adhésion, les critères d'adhésion des forces sociales? Finalement, qui peut être force sociale? C'est une question importante là, parce que tous se réclament des forces sociales. Quand Sékou Koundono dit par exemple que si vous êtes citoyen, si vous êtes leader d'une ONG, vous voulez défendre une idée pour la population, de facto vous devenez force sociale. Alors de cette manière-là, ils ont également, si on parle de cette définition faite par Sékou Koundono, c'est-à-dire que le groupe de Sékou Koundono et autres, Abdourahmane Sano, avaient également la possibilité d'organiser cette rencontre d'aujourd'hui. Tout comme l'autre qui ne s'est pas fait appeler. Donc de cette façon-là, pratiquement. Et puis, ce qui est dommage dans ce pays, de suspicion en suspicion, on se décrédibilise, personne n'a confiance à l'autre. Si hier c'était avec les politiciens qui ne se portaient pas confiance, aujourd'hui, véritablement la société guinéenne est minée par cette manque de confiance-là. Le seul recours, c'était bien la société civile. Si la société civile aujourd'hui, les leaders n'ont plus confiance en eux, et même dans la presse parfois, on se dit, bon, telle presse partisane, aujourd'hui, c'est le fondement de la société guinéenne en réalité qui est mal barré alors. Je disais que finalement, heureusement que Force Sociale, ce n'est pas une structure reconnue en tant que telle. Donc c'est un slogan, c'est une dénomination. Donc il y aura Force Sociale bis à l'image de l'UFDG Renouveau. Voilà. En tout cas, c'est un dossier que nous allons suivre pour vous de très près et attendons de voir à quoi ça va ressembler demain, cette autre rencontre des forces sociales, parce qu'on ne sait plus qui incarne la légitimité des forces sociales de Guinée. Tout de même, il y a eu une conférence aujourd'hui, si vous venez de nous prendre en marche. La conférence a été animée par certains leaders, certains acteurs des forces sociales de Guinée, notamment Abdourahmane Sano de la PQ, également le leader de Fonike et Mangué. Il était également président Sékou Koundono de la cellule Balai citoyen, Al-Gassimou Diallo et autres. Vous avez suivi la réplique de Dora Boubacar Koïta, jusque-là coordinateur de la cellule de communication
et des forces sociales qui annoncent également une autre rencontre demain des forces sociales, et tout en qualifiant cette rencontre des bêtisiers et cette déclaration qui n'a pas de sens selon lui. Déception en tout cas pour ceux qui ont géré et sur les forces sociales, qui ont estimé qu'ils pouvaient arriver à bon port, c'est-à-dire amener le gouvernement à reconsidérer sa position. Jusque-là, le carburant coûte toujours 10 000 francs. Ça fait rire, mais ça fait très mal à tous ceux qui ont marché à un moment donné, qui ont cru à ces forces sociales. Et sans transition, nous allons attaquer l'autre dossier. Le bras de fer au niveau du port autonome de Conakry se poursuit entre la direction générale et les travailleurs. Les travailleurs ne décolèrent toujours pas. Une rencontre était prévue ce matin, mais finalement la directrice Awa Keita a décliné au motif que le président l'interdit toute communication sur le sujet. Alors on ne peut pas parler de mépris, mais on peut comprendre un peu la position de la direction générale. Ce contrat dépasse un peu la tête quand même de la direction générale du port autonome de Conakry. Mais c'est la présidence qui a piloté. C'est la présidence quand même. C'est elle qui a piloté sur toute la ligne. Vous savez, rappelez-vous, avant qu'on ne parle même de cette rumeur qui disait qu'Alpha était en train de vendre le port, on avait fermé pratiquement tous les comptes du port. Il ne restait que le compte du fonctionnement, donc un mois à l'avance et tout. Donc je crois que une fois encore, cela prouve à suffisance que d'abord la directrice a été appelée en catimini ce vendredi pour aller signer avec la directrice. Donc c'est des gens qui n'ont pratiquement rien compris dans cette situation et tout leur a échappé, même le ministère des Transports et tout ça. Ce n'est qu'Alpha, et vous savez, ce dossier a été géré pratiquement par un des conseillers d'Alpha qui se trouve être un Mauritanien, qui est le conseiller juridique d'ailleurs d'Alpha au niveau de la présidence, au niveau du ministère des Transports, un certain Dem, qui est Mauritanien. C'est lui qui est en train d'induire vraiment Alpha en erreur, et puis en essayant de... C'est vous qui estimez que c'est en erreur, hein? Non, parce que c'est ça, parce qu'une fois encore... Moi je salue ce contrat. Non, vous pouvez le saluer, oui, mais nous ne le retrouvons pas. Il y a une modernisation quand même du port qui est annoncée, également, voilà, il y a d'autres choses. Non, on n'a pas d'autres choses, pratiquement, les gens sont sur le qui-vive. Depuis qu'on a parlé de contrat de bail de cette partie du port aussi, tout le travail, pratiquement personne ne sait sur quel sens se vouer, parce que tous sont là, ils sont inquiets. Est-ce qu'ils vont maintenir leur boulot, ainsi de suite. Donc il était prévu depuis vendredi que les gens se retrouvent aujourd'hui pour communiquer, mais puisque la directrice a montré, et elle et l'adjointe, les deux ont montré leur incompétence, et on leur a demandé carrément de fermer leur bouche, de ne pas dire quelque chose par rapport à ce dossier, parce que ça a été géré une fois encore par Alpha. Et donc nous pensons que, en tout cas, le comportement, ce silence des premiers responsables du port, la directrice et son adjointe, je crois. Mais il y a eu une communication. Pourquoi elle va sortir encore pour communiquer? Même cette communication, elle était présente. Cette conférence, les deux étaient présents. Oui, la conférence de presse qui était organisée. Elle n'a pas besoin maintenant de communiquer à tout moment. La conférence de presse qui était organisée, ça vous le savez, Abakar, parce que vous avez fait le direct, c'était prévu à la présidence, n'est-ce pas? Mais après tout, c'est à la dernière minute qu'on a transporté ça au ministère des Transports. Donc une fois encore, non. Peu importe le lieu. Et Abakar Silla et la directrice du port, je crois que ce n'est qu'Alpha qui peut nous dire pourquoi il a vraiment fait ce contrat de bail de 25 ans au niveau du port. Abakar. Bon, écoutez, moi je pense que les gens, ces travailleurs ont faussé la démarche. J'ai comme l'impression qu'ils sont maintenant en retard. La tasse, l'eau est versée, c'est fini. Voilà. Je pense que ils sont venus aujourd'hui à la rencontre de Hawa. Hawa va leur dire quoi? Tout a été expliqué. On a parlé de l'aspect social, l'aspect emploi. Il est dit dans le contrat que l'employeur décide de qui il veut prendre selon ses besoins et la compétence. Et voilà, on lui a donné la carte blanche de limoger qui il veut, de nommer qui il veut. Hawa qui est là-bas va partir. Haribo va partir. Tous vont partir. Non, c'est pas évident. Non. Je crois que le port, à moins que peut-être que je me trompe, mais j'ai parcouru un gestion, peu. Mais la direction du port ne peut pas être gérée quand même par les concessionnaires. Ça, c'est la direction générale. Ce n'est pas du tout dans le contrat. On n'avait pas compris. Non, ce n'est pas du tout dans le contrat. C'est ce que j'ai entendu. Non, c'est que vous avez entendu, c'est que moi j'ai lu. Moi j'ai le contrat. Ce qui a été dit, après qu'ils vont finir de signer l'aspect financier, le port sera géré par ces étrangers. Tout à fait. C'est ce qui a été dit. C'est ce que le contrat dit. Maintenant, le contrat peut vouloir prendre Hawa si elle est compétente. Si elle n'est pas compétente, on prend d'autres personnes. Donc vous voulez me dire que même la directrice est menacée? Le port n'est plus géré par la Guinée. Moi je n'ai pas l'information. Le port ne revient plus à la Guinée. La gestion, ce qui a été dit. Parce que ça reste pour moi. Le nord reste port autonome de Conakry. Ça, c'est patrimoine. Mais la gestion revient aux étrangers. C'est ce qui est dans le contrat. Tout à fait. Donc, ça veut dire que Hawa
est là seulement pour un petit temps. Et Haribo est là aussi pour une extrapolation. C'est une extrapolation. Non, il ne faut pas généraliser. Justement, je vous le dis. La direction générale du port. Il y a une portion du port qui est donnée aux Turcs. Il y a une autre portion qui est revenue à Bolloré. Il y a une autre portion, je crois, qui doit être donnée aux Chinois. Mais ne pensez pas que la direction alors posez-vous la question. L'administration ne revient pas quand même aux Turcs. Non, s'il te plaît. Le président ne va pas tomber plus bas que terre. S'il te plaît. En donnant la gestion du port. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce qui explique cette supputation? Qu'est-ce qui explique cette peur bleue des travailleurs? Non, moi je... Non, mais c'est aussi simple que ça. La peur des travailleurs, c'est quoi? Même le ministre, je crois qu'il a été très clair. Parce qu'il y a une partie qui donne droit au concessionnaire de recruter selon ses besoins. Oui. C'est-à-dire, il peut recruter. C'est-à-dire, il a la possibilité de vous recruter, il peut ne pas vous recruter. Oui. En fait, il a cette possibilité. Ça dépend du volume du travail peut-être qu'il aura. Oui. Maintenant, la direction générale, ça n'a jamais été dit que ça revient à la société turque. Si, ça n'a jamais été dit à Bokar. Maintenant, la supputation aujourd'hui entre la direction générale et les travailleurs, c'est que, selon les informations que je détiens, la directrice avait dit à un moment donné, au moment où les rumeurs ont commencé à circuler qu'il y a le contrat là qui doit voir le jour, la directrice avait promis, je vais mettre tout ça dans le conditionnel parce que c'est une information qui vient même de l'interne, la directrice aurait promis aux travailleurs qu'elle n'allait jamais signer le contrat, mais elle n'avait pas mesuré qui était derrière le contrat et jusqu'où le contrat effectivement, ça s'est passé effectivement comme ça. En catimini, elle aurait sorti maintenant derrière les travailleurs pour aller signer ce contrat. Parce qu'il y a menace, c'était la soirée du vendredi. Donc elle est partie, elle a signé. Et quand elle est revenue, donc les travailleurs se sont sentis trahis. Tout de suite, il y a eu crise de confiance. J'ai suivi une dame sur Évasion qui a fait le témoignage, qui a dit la directrice nous a trahis. Sinon, elle nous a dit qu'elle n'allait jamais signer le contrat. Mais elle n'avait pas mesuré qui était derrière qui défendait le contrat. Que le contrat soit signé. Voilà, je crois on va aider peut-être les auditeurs. C'est que la direction générale du port, quand même, ne s'est pas revenue quand même à. Non, c'est effectivement là où vous trompez. La direction, non seulement la direction financière, la direction de l'exploitation, même la sécurité du port reviendra forcément. C'est ce le contrat. Non, attention, vous savez, c'est qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, il y a deux parties du port qui ont été cédés à des étrangers. Aujourd'hui, le port autonome de Conakry, c'est le port franco-turc de Conakry, si vous voulez. Parce que vous avez une partie, vous avez une bonne partie qui a été donnée à Bolloré. Il y a une bonne partie, c'est le terminal à conteneur. Et vous avez le second, c'est-à-dire la partie qui commence le port conventionnel, le terminal à petit bateau qui revient aux Turcs. Est-ce que le terminal à conteneur est également sous l'autorité de la direction générale? Non. Vous voulez dissocier le terminal à conteneur au port autonome de Conakry? Non, je vous dis, même la partie, la marine guinéenne, cette partie va être gérée, toute cette partie reviendra vraiment aux Turcs. C'est eux qui vont gérer, c'est ça le problème. La partie pêche et tout. C'est-à-dire que la partie commence. Parce que Malik, vous avez vraiment besoin d'explications par rapport à ça. Et peut-être qu'on réussira à avoir le ministre d'État des Transports. Mais ce qui a été dit, c'est-à-dire que le port à conteneur est géré par Bolloré. Ouais, parce le Bolloré donne de reverse. Parlez-moi de la part de l'État. Du port autonome de Conakry. L'administration du port, jusque-là, c'était géré par les Guinéens. Selon ce contrat, selon ce qui m'a été dit, parce qu'il semble être proche. Dit par qui? Par le ministre. Le ministre. Bon sang, le ministre. Aboubacar Silla. Pas le bon sang, le ministre Aboubacar Silla. D'accord, nous avons en direct dans cette émission Sori Magasuba. C'est vrai que le temps nous presse derrière. Alors, monsieur Magasuba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je rappelle que vous êtes le deuxième responsable de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Bonsoir, monsieur Decouré. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Vous êtes en direct sur Sabari FM maintenant. Et il était prévu une rencontre ce matin entre les travailleurs et la directrice générale du port autonome de Conakry. Et qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel de cette rencontre? Bon, écoutez, nous avons, comme prévu, nous avons rencontré avant aujourd'hui même, nous avons rencontré la directrice générale. Les deux directrices, c'était pour parler d'abord du contenu du contrat. Et comme les travailleurs du port autonome de Conakry exigent à ce que les deux directrices nous montrent le contrat qui a été signé, parce que nous avons cru comprendre que c'est eux qui passent dans le média pour dire que le contrat que nous avons, ce n'est pas le meilleur contrat.
le bon contrat. Et donc, on a juste allé le voir pour qu'il nous rompe, parce que c'est la directrice générale du port autonome qui a signé le contrat. Donc, on était parti rencontrer la directrice pour qu'il puisse mettre le contrat à la disposition des travailleurs du port autonome. Et chose qui ne fut pas faite, donc la directrice a directement dit qu'elle ne détient pas le contrat, qu'elle a signé le contrat sans regarder le contenu. Par après, quand on a essayé de discuter avec elle, elle a dit non, qu'elle a regardé seulement les parties qui nous concernaient et qu'elle a vu que c'est bon et qu'elle a signé. Bon, en dépit de tout ça, elle nous dit que bon, le contrat, de toutes les façons, le contrat, quand les Turcs viennent, pour le moment, ils ne vont pas licencier les gens. Donc, ça nous a aussi donné, comme on appelle, des impressions, puis à savoir que le contenu, d'abord, du contrat n'est pas bon. Et comme les travailleurs demandent à ce que le contrat soit mis à la disposition des travailleurs, donc on a dit qu'il fallait faire une assemblée générale aujourd'hui à 9h pour que les travailleurs du port soient imprégnés de la situation aujourd'hui. Donc, il était question que Madame la directrice descende pour les expliquer, parce que Monsieur Mansarin de la CNTG était aussi convié à cette rencontre. Donc, nous avons dit à Madame la directrice de nous donner le contrat qui a été signé devant les travailleurs du port autonome de Conakry. Et la directrice, les deux directrices sont descendues et elles ont affirmé que vraiment, que eux, ils n'ont pas le contrat, que le contrat suit son cours normal et tout. Donc, ça, c'était devant les travailleurs. Et ils ont dit qu'on pouvait leur poser des questions pour voir comment nous pouvons discuter de tout ce qui se passe. Mais à notre fort étonnement, nous avons constaté aujourd'hui que tout ce qu'ils sont en train de raconter, ce n'est pas des choses fiables. Alors, ce qu'elles racontent, ce n'est pas normal. Monsieur Magasuba, oui. C'est vrai, après qu'il y ait cette conférence de presse, bien avant même du ministre d'État des Transports, également la directrice générale, vous avez décidé quand même de paralyser les activités au niveau du port. Qu'en est-il aujourd'hui de votre manifestation? Est-ce que jusqu'au moment où nous parlons, le travail est arrêté? Comment ça se passe? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons durci la grève. Tout est arrêté au port autonome. Il n'y a que peut-être quelques-uns, un service minimum, mais le port autonome est paralysé, complètement paralysé. Et nous avons, de jour en jour, nous avons des stratégies à mettre en place et qui vont aussi paralyser davantage le port autonome. Les services vont être arrêtés et tout. Donc, mais quand on dit que vous n'avez pas le bon contrat, il se trouve que le ministre, dans sa communication du jour, avait rassuré quand même les Guinéens que ça ne menaçait nullement pas le travail. Maintenant, pourquoi aujourd'hui vous vous agitez de trop? Quel contrat vous avez où bon, on dit que vous savez, le ministre ne détient pas le contrat. Le ministre, comment je peux dire ça? Il n'a pas le bon contrat. Il n'a pas la maîtrise. C'est pas qu'il n'a pas le contrat, il n'a pas la maîtrise du contrat. Le contrat qui est là, nous, on demande à ce que le contrat soit mis à la disposition de l'Assemblée nationale, le contrat soit mis à la disposition de vous, les journalistes, les médias, et que le contrat soit mis à la disposition du peuple de Guinée. Parce qu'il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir législatif. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui vont aujourd'hui, comment on appelle, négocier le sort de 700 personnes. Au jour d'aujourd'hui, si le contrat était mis à la disposition de l'Assemblée nationale et que tout le peuple soit imprégné de la situation, et on n'allait pas arriver là. Parce que dans le contrat, ce qui est écrit, c'est ce que nous constatons que ce qui est écrit dans le contrat, que c'est faux. C'est faux ce qu'ils sont en train de raconter. Est-ce que ce débrayage concerne... Le contrat là, je vous dis, le contrat là, c'est un contrat, c'est un bradage. C'est un bradage du patrimoine national. Est-ce que ce débrayage des travailleurs concerne le port-conteneur? Bon, le port-conteneur, ça concerne indirectement le port-conteneur,
Parce que les manutentionnaires sont touchés. Les manutentionnaires sont touchés et aujourd'hui nous avons plus de 3000 manutentionnaires de la demande. Dans le contrat que vous avez, que vous détenez, qu'est-ce qui est dit de la direction générale du port autonome de Conakry? Quel est leur... comment on appelle ça? Le sort de l'administration portière de la direction générale. Écoutez, dans le contrat que nous avons, d'abord, dans un premier temps, les concessions, ça touche les transporteurs, ça touche les concessionnaires, ça touche la manutention, ça touche les services portuaires, ça touche le port autonome de Conakry, le travail du port autonome de Conakry. Y compris la directrice et son adjointe. Y compris la directrice et son adjointe. C'est-à-dire, il a dit que le président même nous dit que le directeur général sera un Turc, le directeur financier sera un Turc, le directeur commercial et d'exploitation sera un Turc. Même la sécurité. Donc, même la sécurité est touchée parce que vous avez suivi l'intervention du président de la République l'autre jour quand il était à Bolobinet. Il dit pourquoi un camp marin peut être dans le port. Alors, si un camp marin n'est pas dans le port, où le camp marin va être? Ça, c'est pour assurer la sécurité, la sûreté des équipements et infrastructures portuaires. Donc, si ceux-ci même sont touchés, vous avez les différents quais qui sont touchés, vous avez les quais conventionnels qui sont touchés, vous avez la zone Est qui appartient aux Chinois avec l'entreprise tchèque qui va débloquer 175 millions d'euros pour des investissements qui vont revenir au port autonome de Conakry qui est touché. Vous avez l'appointement pétrolier qui est touché. Vous avez aussi, comment on appelle, à partir de la douane jusqu'au niveau du ministère des Transports, qui est un domaine aussi qui est touché, et tous les domaines qui seront dans 20, 30 ans, dans le contrat dans 15 ans, 20 ans ou 25 ans, tous les domaines qui seront récupérés par, comment on appelle, par l'Al-Baïda, seront des domaines concédés. Donc ça veut dire que, excepté le parc à conteneurs, accepter le parc à conteneurs, tous les autres compartiments sont... et Russal. Maintenant, par rapport toujours à la direction générale, parce que quand le président s'est exprimé au port artisanal de Bourbinet, il avait quand même lancé des fleurs à ces deux dames qui ont réalisé quand même des résultats. Est-ce que vous pensez qu'il y a une contradiction? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le président, on l'a entendu, effectivement, il avait salué quand même ces deux dames, il les a lancé quand même des fleurs par rapport à ce qu'elles ont reçu jusque-là. Maintenant, si vous estimez également que il y a une possibilité de voir un directeur général turc qui va débarquer, son adjoint également turc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une contradiction entre ce que le président dit? Il y a une très grande contradiction entre ce que le président dit et les actes. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, le savoir-faire de la civilisation du geste ne répond plus, elle ne suffit pas à protéger la civilisation de l'esprit du geste. Donc, moi, je vous dis carrément que le président de la République, ça fait 2 ans que, depuis que ces dames-là sont venues, ça fait 2 ans. Ces dames-là ne travaillent, c'est pas ces dames-là qui travaillent, c'est les travailleurs du port autonome. Ces dames-là se sont entourées d'une équipe dynamique et complémentaire, alliant de longues années d'expérience. Ce qui est normal. Dans n'importe quel domaine d'activité stratégique du port. Alors, le port aujourd'hui a connu des réformes au niveau de la direction générale. Alors, si le président de la République aujourd'hui estime que le port est en train de faire, d'avancer, et le port autonome est en train d'être compétitif, et qui donne le port autonome aux Turcs, moi je ne vois pas à quel... Oui, mais sauf qu'il y a d'autres exigences quand même, parce qu'après il faut moderniser le port. Quand on fait une comparaison avec le port de Dakar et le port d'Abidjan, la différence est grande. Écoutez, la compétitivité avec les autres ports, ça demande, ce sont les indicateurs de performance qui permettent au port d'être compétitif. Au jour d'aujourd'hui, je m'en vais vous dire que les Turcs ne vont pas amener de capitaux. Pendant 10 ans, ils vont rouler à perte. Ce sont les ressources portuaires qui vont leur permettre d'investir. Et là aussi, ils ne vont pas investir d'abord. Dans le contrat, il est dit que les Turcs, pendant les 25 ans, ils vont investir 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. C'est ce qui est dit dans le contrat. Écoutez, dans le contrat, il est dit que les Turcs ne vont pas amener de capitaux.
C'est ça. Vous savez, les gens, il y a une certaine contradiction aujourd'hui que le gouvernement est en train ils sont en train de se perdre sur toute la ligne. Nous avons le contrat. Et dans ce contrat, que ce soit les recettes portuaires, que ce soit les recettes douanières, seront collectées par les Turcs, ça c'est dedans. Les Turcs ne vont pas payer d'impôts et de taxes pendant 10 ans. Et les Turcs vont rouler ça à travers le niveau du trafic. Après les 10 ans que les Turcs vont commencer à investir. Et sur l'investissement là, au niveau des 25 années, c'est 103 millions d'euros. 113 millions d'euros. Et sur les 113 millions d'euros, ce n'est pas l'argent des Turcs. Ça, c'est l'argent qui fasse le collectif. J'ai comme l'impression, le document que nous avons eu avec le ministre, il est dit que les Turcs pendant les 25 années vont investir 500 millions d'euros. Non, c'est pas le vrai document que vous avez. Ah, donc le ministre n'a pas le vrai document. Dites au ministre qu'il a affaire aux jeunes qui connaissent la technologie aussi. Donc, M. Magassouba, ce matin, il était question de parler du vrai contrat, c'est ça? Voilà. C'est vous qui avez le vrai contrat. Il était question de parler du vrai contrat. Le vrai contrat aujourd'hui, pour connaître ce qui fait que le vrai contrat dans ce problème-là, le contrat qui a été signé, ils n'ont qu'à remettre ce contrat à l'Assemblée nationale. D'accord. Bon, il n'est pas dit qu'on va aller rentrer dans... C'est-à-dire qu'ils vont aller négocier un contrat là-bas et faire tout ce qu'ils veulent sur le contrat, remettre aux gens que nous allons. Non. Nous sommes des intellectuels. Nous savons que tout est possible dans ce pays. Monsieur Magassouba, dans vos démarches, il était prévu d'aller déposer un mémo au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que vous avez été... Ok. Vous savez pourquoi nous n'avons pas déposé... Oui, on a l'information parce que ça a coïncidé avec le décès d'un de vos amis, de vos collègues. Ça, c'est dans un premier temps. Oui. Mais dans un deuxième temps, nous avons des remarques préliminaires. Nous avons une remarque préliminaire qui a été faite par le directeur financier qui a démissionné. Et nous attendons la remarque définitive du directeur financier pour faire, pour lancer un appel aux uns et aux autres et pour diligenter ce problème-là vers l'Assemblée nationale. Donc, le directeur financier, c'est à celui-là que le président de la République a ordonné de travailler sur le contrat et d'envoyer ses remarques. Mais le rapport est déjà envoyé au président. Je crois qu'il n'a pas encore réagi. Le rapport est déjà envoyé au président. Le rapport préliminaire est envoyé. Le rapport définitif aussi est envoyé. Donc, on attend la version papier est envoyée, la version électronique aussi est envoyée. Et vous allez constater, vous avez les documents, vous allez constater que ce contrat-là, c'est un contrat qui n'est pas bon pour le peuple de Guinée. C'est un contrat qui n'est pas bon pour les travailleurs de port de Conakry. Parce que ce patrimoine-là, c'est pour tout le monde. C'est un patrimoine national. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas l'AGPAOC au niveau de lors de la réunion de l'AGPAOC en juillet passé, il était dit, carrément interdit, formellement interdit aujourd'hui au gouvernement de concéder les domaines portuaires aux privés. Parce que on a constaté que ces privés-là n'arrivent pas à respecter leurs engagements. C'est-à-dire même le cas de... Donc les conventions ne sont pas respectées et c'est le peuple qui... pour le bien de la compétitivité de l'économie nationale, mais aussi pour le bien-être des citoyens qui seront toujours ceux qui paieront les secours répercutés sur les prix à la consommation des produits importés. Quand vous dites que la dernière rencontre que vous avez organisée, les participants ont mis en cause, c'est-à-dire que la gestion confiée à certains privés, est-ce que vous mettez en cause également l'attribution du terminal conteneur à Bolloré? Non, vous savez, la concession d'un terminal, la concession d'un terminal et la concession d'un quai conventionnel où vous avez la capitainerie qui est liée, où vous avez la gestion commerciale, où l'autorité portière, je veux dire l'autorité portière qui a la charge qui a un rôle de régulateur. Si l'autorité portière est touchée, c'est que le port devient tout à fait privé. Et nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas, carrément, vous pouvez constater dans les autres pays,
ce sont les services et quelques domaines qui sont concédés. Et là aussi, ce sont des infrastructures qui sont réalisées par le port. Maintenant, les superstructures sont amenées par les privés. C'est ce qui nous permet de ne pas aujourd'hui faire une concession de plus de 25 à 30 ans. Parce que ça demande de l'argent. Donc, les infrastructures même sont réalisées par l'autorité portuaire et les superstructures sont réalisées par les concédants. D'accord. Sans trop de commentaires, monsieur. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il n'est pas bien de brader ce port. Il n'est pas bien de donner ce port. Monsieur Magasuba, sans trop de commentaires, à quel prix vous allez vous arrêter? Allô? À quel prix vous allez vous arrêter? C'est au prix de notre vie. Au prix de votre vie. Vous comptez aller jusqu'au bout. Merci. Nous allons jusqu'au bout. Nous n'allons pas lâcher. Parce que nous connaissons les inconvénients. Nous sommes des portuaires, nous sommes des vrais portuaires, nous sommes des cadres portuaires. Nous connaissons les inconvénients. C'est-à-dire la finalité, c'est l'annulation pure et simple de ce contrat. C'est l'annulation pure et simple de ce contrat. Merci, monsieur Sori Magasuba, d'être intervenu. Merci bien à vous. À l'instant même, Sori Magasuba, deuxième responsable de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Rapidement, je relève deux choses. La première chose, je ne sais pas quel est le contrat que détient M. Magasuba, parce que le contrat que j'avais avec le ministre, il a dit que l'investissement est de 500 millions pendant les 25 ans. L'État devrait gagner près de 350 millions. Il y a deux contrats. Donc, il y a deux contrats qui circulent. Ensuite, deuxième chose maintenant, le ministre et le président ont tous félicité les deux dames. Mais disent qu'ils partent parce que simplement l'État n'a pas les moyens pour investir. Et l'investissement, celui qui donne l'argent dit que c'est moi qui va gérer. Merci. Le ton monte. Je pense aujourd'hui que le gouvernement doit vraiment... D'abord, le président de la République doit s'impliquer dans ce dossier et être clair. Et puisque les travailleurs du port exigent à ce que vraiment l'Assemblée nationale statue ou stable sur ce dossier-là, je pense que l'Assemblée nationale doit vraiment s'inviter dans ce rapidement. Moi, je crois que ce n'est pas le vrai contrat. Parce que, vous savez, on a appelé les dames en catimini. Qui a le vrai contrat? Le vrai contrat, ça... Là, on ne sait pas, c'est à Sékou-Touré, on le détient. D'accord. Donc je crois qu'une fois encore, les deux dames ont été appelées en catimini. Elles sont venues signer des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Elles n'ont même pas pris le contenu de ce qu'elles ont. Ne maîtrise pas ce contrat. Non, pas du tout, parce que vous avez vu tout l'effort qu'il a fait pour quand même essayer de... On est de l'aspect financier. Donc une fois encore, je crois que le port, personne ne sait franchement comment Alpha a ficelé ce contrat. D'accord. Je crois que c'est une démarche logique d'Alpha Condé qui consiste à brader beaucoup plus d'infrastructures publiques. D'abord, c'était pour un premier temps EDG qui est passé avec Veolia. C'est le même chemin. C'est le même chemin. Si ceux qui ont suivi cette actualité au compte d'EDG, c'est le même chemin. Aujourd'hui, on a fini avec EDG, avec les Français. On attaque le port autonome de Conakry. Et d'ailleurs, de contrat gré à gré, c'est maintenant les Guinéens commencent à ouvrir un peu les yeux pour voir un peu plus loin que le bout de nez. Sinon, ça va commencer aujourd'hui. La construction de barrage Caleta, c'était comme ça avec les Chinois. Exim Bank de Chine et puis avec Swapiti, c'est les mêmes. Et puis la société turque dont il est question, c'est la même société turque qui a donné et bientôt le sort qui a été réservé à EDG, c'est le même qui est réservé aujourd'hui à la SEG. Et la société dont il est question pour la gestion du port autonome de Conakry, c'est la même société qui gère les bus du thon offerts à la Guinée par les Turcs. Les 100 bus dont on parle, c'est la même société qui gère. Pourquoi alors qu'on en parlait de dons, pourquoi c'est Airbac de la Turquie qui gère les bus et c'est la même société qui est censée gérer également le port autonome de Conakry? Voilà, Koluba a été à Irié, ça c'est dans Massanta. On ne sait pas s'il était collé à l'actualité. Parce que le gouvernement estime que face à l'urgence, parfois on n'a pas besoin de suivre cette procédure, aller à l'Assemblée et tout. On peut passer. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence par rapport au port autonome de Conakry. Il n'y a pas d'urgence. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été de notre. C'est la fin de cette émission. C'est vrai qu'on a été très long. On s'excuse. On se donne rendez-vous demain à partir de 16h pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.